Mettons la politique, le pétrole et l'économie de côté et parlons d'art, parlons de communication, parlons de culture. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir ici au studio Madame Amy Plachy, conseillère en communication stratégique et artistique. Donc on va en savoir plus sur ce concept. C'est une dame charmante qui parle parfaitement l'arabe. Elle a voulu apprendre l'arabe depuis bien 10 ans, donc elle est ouverte à d'autres cultures. L'arabe avec différents accents, déjà c'est beaucoup. Et elle vit en Égypte depuis quelque temps et elle est là en tant que freelance pour donner des directives, pas de directives, mais disons pour conseiller les individus aussi bien que les instances ou les institutions dans le domaine de la communication et des arts. Donc, Amy Plachy, bonjour et bienvenue avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, Amy Plachy, tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur le fait d'être conseillère en communication stratégique et en art. En quoi consiste votre mission, votre message? La communication, je pense qu'on le pratique toutes et tous lorsqu'on apprend à parler, et notamment lorsqu'on apprend à parler plusieurs langues, mais c'est un art qu'il faut adapter selon la personne à qui on parle, selon le domaine d'activité dans lequel on est, et maintenant avec les réseaux sociaux, selon le réseau social dans lequel on se trouve, et selon les personnes qu'on aimerait atteindre. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, soit par le contenu ou soit par la forme, dans différents pays aussi. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans des pays arabes? Vous pratiquez, enfin vous parlez l'arabe traditionnel, le dialecte égyptien, le dialecte du Levant. Vraiment, je suis curieuse d'en savoir plus. Le monde arabe, c'était une fascination depuis toute petite. Mais j'ai grandi en France, en Haute-Savoie. Et à l'époque, malheureusement, j'ai pas eu accès à l'apprentissage de cette langue. Donc j'ai appris d'autres langues, plutôt européennes, bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'italien. Et j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, j'étais en Suisse pendant une dizaine d'années. Mais depuis une dizaine d'années, dès que je suis arrivée en Suisse, je me suis dit, ah, Genève, il va y avoir peut-être un endroit où je peux apprendre l'arabe, enfin. Et j'ai trouvé, et j'ai continué à apprendre en ligne, ce qui me permettait d'avoir des cours particuliers, et des cours à la fois d'arabe classique et à la fois de dialecte levantin à l'époque. Et donc j'ai fait ça un peu en autodiscipline pendant une dizaine d'années, mais aussi avec j'avais des amis qui, bien sûr, on peut parler ensemble, les voyages. Et c'est vrai que en apprenant la langue arabe, c'est pas juste une langue, c'est pas juste des mots qu'on écrit, ça ouvre vraiment les portes à tout l'aspect culturel, et c'est ça qui m'a vraiment fascinée. C'était un peu mettre le doigt dans l'engrenage, et ensuite j'étais aspirée. Oui, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers cette civilisation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez vu? Quand j'étais toute petite, il y avait plusieurs choses. C'était l'époque de Aladdin et Jasmine, le Disney, enfin le dessin animé, et de voir ce monde-là, de voir cette ambiance. Et ça m'a fascinée. Il y avait aussi, bien sûr, à l'école, on a étudié les pyramides, les hiéroglyphes. Et ensuite, j'ai vu la calligraphie arabe. Et je pense que c'est l'aspect visuel, d'abord, qui m'a attirée. Et après, bien sûr, la calligraphie arabe et la langue arabe, ce sont des sons, ce sont plusieurs choses. Mais je pense que c'est l'esthétique, tout d'abord, qui m'a vraiment touchée intérieurement. Alors, juste, encore une fois, c'est la communication. Ils ont réussi à communiquer avec vous à travers le dessin animé. Des millénaires. Mais oui. Voilà, et ça a façonné votre avenir, oui, votre carrière. Alors donc, en tant que conseillère, c'est-à-dire si une instance quelconque, une institution quelconque a recours à vous, comment vous procédez? C'est-à-dire dans le domaine de la communication, d'accord, mais dans le domaine de l'art. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'art? Par exemple, si, disons, un artiste m'approche et me dit « j'aimerais vraiment pouvoir développer mon travail, j'aimerais avoir plus d'expositions, avoir plus d'activités autour de ce que je fais »,
Je pense que l'étape la plus importante, c'est d'abord que je me taise et que j'écoute vraiment ce que la personne veut. Au lieu de dire, alors moi j'ai tout un dossier de choses qui marchent très bien, de ce que j'ai fait auparavant, non. Je pense que vraiment le diagnostic, c'est que la personne me parle, qu'elle m'explique ce qu'elle fait et que j'écoute dans un premier temps et qu'ensuite j'identifie le public que la personne veut atteindre exactement. Et ensuite, on va penser déjà aux moyens. Est-ce que c'est plutôt un moyen écrit, des articles dans des magazines qui aideraient? Est-ce que c'est plutôt de la vidéo, de l'audiovisuel? Sur quel réseau cette personne est actuellement présente? Sur quel réseau elle aimerait rentrer? Et ensuite, il faut s'adapter au langage et aux habitudes des différents réseaux. Bien sûr, Facebook, ce sera différent de TikTok. Donc c'est au niveau de la fréquence, au niveau du langage, au niveau même du comportement. Donc voilà, et après c'est construire une stratégie de communication selon les besoins de la personne et selon ses objectifs aussi. Alors voilà, on va en savoir plus, mais là nous avons un compte rendu justement concernant l'art et la culture. À tout de suite. Culturel et créatif entre l'Égypte et la France constitue l'un des piliers les plus solides du rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Héritier d'une histoire longue de relations intellectuelles et artistiques, cet échange s'est constamment renouvelé, nourri à la fois par la richesse du patrimoine égyptien et par l'ouverture sur les sciences et les arts européens. Aujourd'hui, cette coopération s'exprime à travers de nombreuses initiatives, festivals de cinéma et de musique, expositions d'art contemporain, résidences d'artistes et programmes d'échange universitaires. Ces projets ne se limitent pas à la diffusion du savoir et de la créativité, mais ouvrent également de nouveaux horizons aux industries culturelles et créatives, renforçant ainsi les liens entre les deux sociétés. L'art et la culture deviennent alors un langage commun, capable de dépasser les barrières linguistiques et de déconstruire les stéréotypes. En mettant en valeur la diversité et en encourageant l'innovation, ces échanges bâtissent un avenir partagé fondé sur le respect mutuel et la compréhension réciproque. L'Égypte et la France démontrent à travers ce partenariat culturel que la culture reste le pont le plus solide pour unir les peuples et promouvoir les valeurs universelles de tolérance, de créativité et d'ouverture. Amy Plachy, conseillère en communication et de stratégie de l'art. Amy Plachy, pour mieux vous connaître, c'était quoi votre formation? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous a initié à la vocation, à votre vocation? J'ai tout d'abord étudié l'économie et des études hispaniques en Angleterre. Ça m'a permis déjà d'acquérir un niveau d'anglais courant et pareil pour l'espagnol. Et j'ai travaillé dans les domaines de la finance pendant un long moment jusqu'à ce que je me rende compte que ce que j'aime vraiment, c'est la communication, de pouvoir relier deux personnes, relier des domaines ensemble. Et donc j'ai pu me réorienter il y a 5 ans, je dirais, dans la communication. C'est drôle parce qu'à l'époque, je travaillais dans la finance, mais j'avais commencé un blog en 2020 où j'écrivais des articles sur tout ce que je découvrais en fait en apprenant l'arabe. Donc sur des artistes que j'aimais bien, sur des personnalités, sur la différence entre les différentes sociétés. Et c'est ce blog qui m'a permis de me réorienter parce que dans le travail que j'ai eu ensuite dans la communication, on m'a dit d'accord, votre formation n'est pas communication à la base, mais on a vu ce que vous savez faire et on aimerait pouvoir développer ça avec vous. Donc c'était très intéressant. Et le blog, ensuite, je me suis rendu compte que dans la société où on est aujourd'hui, bien sûr, on peut toucher les personnes par les mots, mais on est quand même dans l'ère de l'audiovisuel. Et donc, comme j'écrivais aussi des articles sur des artistes du monde arabe que j'aimais beaucoup, j'ai commencé à faire des interviews avec eux. Tout d'abord sur Zoom, les tout premiers étaient en Arabie Saoudite, et il y avait aussi une Palestinienne. Et j'ai commencé à utiliser ces interviews et à rendre disponible ce contenu audiovisuel en faisant un podcast complètement audio sur Spotify qui s'appelle Orient Expressed et aussi sur YouTube. Et quand je suis arrivée en Égypte, il y a 1 an et demi, j'ai aussi découvert des artistes égyptiens que j'ai interviewés et dont quelques épisodes vont encore sortir prochainement.
Donc vous êtes une amatrice, vous dégustez l'art, surtout Absolument, la peinture. absolument. Une passionnée de tous les arts, mais c'est vrai que dans une journée de 24 heures, on n'a pas le temps de tout faire et de tout découvrir. Donc ce sur quoi je me concentre principalement, c'est la peinture, la photographie et un petit peu la sculpture. Très bien. Vous avez pris part à l'initiative Le Printemps des artistes. Donc c'est quoi cette initiative? C'est très intéressant. C'est une initiative artistique caritative sous le haut patronage de l'ambassade de France en Égypte qui chaque année réunit des artistes locaux et internationaux autour d'une grande vente-exhibition. Par exemple, cette année c'était au mois de mai à Zamalek pendant 3 jours. Il y a eu 80 artistes et les bénéfices de cette vente ont été reversés au SAMU social en Égypte. Et je fais, oui, désormais partie de l'équipe. Et pour l'année prochaine, où on va fêter les 10 ans, on aimerait exporter le concept qui jusqu'à présent était uniquement en Égypte. On aimerait l'exporter en Europe. Donc voilà, c'est un grand projet enthousiasmant. Oui. Alors donc, des artistes, des amateurs ou des professionnels? Ce sont un peu des deux. Des artistes déjà un petit peu établis, mais aussi émergents. On aime vraiment pouvoir leur donner une plateforme pour qu'ils puissent se développer et communiquer leur art d'une manière différente en fait. Donc, Et alors donc, il faut dire que c'est un projet caritatif. Oui, c'est non lucratif à vocation caritative. Quand on parle toujours avec les Français, on parle d'égyptomanie. Est-ce que c'est vrai? Il y a une égyptomanie en France? C'est drôle. Je pense vraiment qu'on a d'une certaine manière une fascination. J'aime pas appeler ça orientalisme parce que j'aime pas essentialiser qui que ce soit, mais il y a un attrait particulier. Après, je sais que d'autres pays en Europe aiment aussi beaucoup l'Égypte, mais de mon expérience, c'est vrai que je sais pas d'où ça vient, si c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qui appelle en nous des sentiments qui remontent à des générations, mais il y a vraiment quelque chose avec l'Égypte qui est inexplicable et qui est beau. Vous avez dit que vous avez un podcast. Ça, c'est l'ère vraiment des nouveaux médias. C'est plus les médias classiques. Et aujourd'hui, on dit que tout le monde est devenu journaliste. Même les gens ordinaires, avec leur caméra, peuvent filmer, télécharger ça en ligne et seront beaucoup plus rapides que les équipes professionnelles des télévisions ou des radios. À votre avis, est-ce que c'est un plus ou un moins? Je pense pas que ce soit plus ou moins, je pense que ça permet d'ouvrir le débat et d'ouvrir la visibilité de sujets ou de personnes qui auparavant n'auraient pas eu accès aux médias. Je respecte énormément le métier de journaliste et je pense pas que tout le monde puisse se proclamer expert ou journaliste, mais je pense que les réseaux sociaux et les médias permettent vraiment d'apporter à la lumière et de pouvoir mettre en avant plus de choses qu'auparavant, ce qui pour moi est beau. La raison pour laquelle je vous ai posé la question plus ou moins, parce qu'il y a un autre côté quand même négatif, ou une petite appréhension, c'est la crédibilité, c'est-à-dire avec tous les Photoshop, avec toutes les informations dont on n'est vraiment pas sûr de leur crédibilité. Alors, et cependant, c'est un accès. Et alors, on a commencé à douter. À chaque fois que l'on voit quelque chose sur les réseaux sociaux, on se demande d'abord est-ce que c'est vrai ou pas. Mais ça, c'est essentiel d'avoir ce doute et de questionner d'où vient l'information, d'où vient la photo, parce que maintenant on peut retoucher les photos, d'où vient la vidéo, est-ce que la personne a vraiment dit ça? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner même aux enfants aujourd'hui, avoir ce sens critique. Et toujours, pareil, je pense que vous utilisez ChatGPT, on met des questions dans ChatGPT, on a la réponse, et ben, faut quand même toujours vérifier parce qu'il peut fabuler et au final on pense que des informations sont vraies alors que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que le journalisme, en tout cas la compétence d'aller chercher les informations de sources fiables, c'est inestimable. Mais est-ce que les médias conventionnels ou les anciens médias, si on peut le dire, les sources étaient plus fiables parce qu'on allait directement vers la source? Mais là, comme vous voyez, une explosion. Vous faites davantage d'efforts, vous déployez davantage d'efforts pour avoir une source et encore. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça au niveau du journalisme moderne qui, cependant, va empiéter
un jour ou l'autre sur le journalisme conventionnel? Bien sûr. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a encore des sources fiables auxquelles on peut se fier, que ce soit les agences de presse. Je pense qu'il faut aussi avoir des contacts, parce que les personnes aujourd'hui sont quand même des sources d'informations précieuses. Et après, un sens critique qui est important. J'ai remarqué au fur et à mesure de mon travail dans la communication qu'auparavant, on croyait une personne ou on la respectait, notamment dans les médias, à la télé, de par sa position hiérarchique, de par son rôle. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, les médias ont changé et c'est plus tellement par la position hiérarchique qu'on va respecter quelqu'un, mais plutôt par notre faculté à nous identifier à elle ou à vouloir lui ressembler, à l'admirer. C'est vraiment l'ère de l'influence et de la personnalité plutôt que de la crédibilité ou de la hiérarchie. Donc si une personne arrive à avoir les deux, à la fois la personnalité, l'influence et la crédibilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez mentionné le mot influence et effectivement sur les réseaux sociaux on voit le nom influencer. Pourquoi est-ce qu'on voudrait influencer les gens? Est-ce que c'est ça le rôle des médias? Est-ce que ça consiste à influencer les gens? Pourquoi est-ce qu'on communique à la base? On communique pour informer, pour convaincre et pour influencer. Je pense. Exposer, transférer les informations, oui, laisser les gens choisir. Mais c'est dans le domaine marketing, c'est énormément d'influence. C'est avoir les bons mots et le bon moment et le bon média pour pouvoir convaincre quelqu'un et éventuellement vendre quelque chose. Ça, c'est tout l'art de l'influence. Évidemment, on ne peut pas du tout ne pas parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est vraiment susceptible de remplacer les humains petit à petit? Je vais peut-être pas répondre à ce que les gens attendent, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est comme Google quand il est apparu à l'époque. On s'est dit, mince, c'est la fin de toute une ère qui existait jusqu'à présent. Non, je pense que l'intelligence artificielle est un outil, mais le lien social, les relations humaines, l'intelligence artificielle ne pourra jamais le remplacer. L'énergie qu'on ressent entre nous, le langage non verbal, parce que l'intelligence artificielle jusqu'à présent c'est du verbal, c'est intangible. Mais nous en tant que personnes, je pense qu'il y a des aspects qu'on ne pourra jamais remplacer. Aller manger avec quelqu'un dans un restaurant, la personne qui vient, si on parle de travail, si l'intelligence nous remplacera, une personne qui vient faire le service ou même quand vous allez chez le coiffeur, c'est des choses qu'on ne valorise pas forcément, mais c'est essentiel, ça maintient et enrichit la relation humaine et c'est ça qui nous permet de vivre aujourd'hui, je pense. Le Premier ministre d'Albanie vient de nommer ou d'accorder un portefeuille à l'intelligence artificielle, un cabinet ministériel pour l'anticorruption. Alors, un ministre, intelligence artificielle. Et on a aussi, parce qu'il y a une application sur laquelle, si on est en train de peindre une toile, et on n'arrive pas à la terminer, on n'est pas sûr, on est un peu bloqué, on la met sur ChatGPT et il nous donne des idées. Alors, même en art, est-ce que l'intelligence artificielle, mais vraiment ce serait un jour triste, parce que l'esprit humain et l'individualisme, là, tout ce qui est individuel, va être vraiment complètement éradiqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour ça que c'est d'autant plus important que les artistes eux-mêmes puissent s'exprimer sur leur démarche, sur leur choix des couleurs, sur leur état d'esprit au moment où ils ont fait une œuvre. Justement parce que en un claquement de doigts, l'intelligence artificielle peut peindre quelque chose qui, pour une certaine personne, sera bien plus joli que ce qu'on peut voir dans les musées. Mais l'art, au final, c'est quelque chose qui nous permet de ressentir des émotions, des sentiments. Et une intelligence artificielle, elle passe pas par toutes les périodes de la vie comme nous. Elle passe pas par la joie, la tristesse, le deuil, le doute, la peur, l'amour aussi. Je pense que le rôle de l'artiste est d'autant plus important pour garder quand même une part d'authenticité et de transmission. Mais les gens, à l'heure actuelle, font beaucoup confiance à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'ils doutent de la véracité ou de la crédibilité des informations. Pas tout le monde malheureusement, parce que c'est quelque chose d'assez récent et on n'a pas forcément appris à douter.
Mais je pense qu'il faut vraiment là-dessus pouvoir faire une campagne d'information avec des choses clés qu'on arrive à faire de manière simple et rapide, parce que c'est ça aussi le piège de l'intelligence artificielle, c'est l'immédiateté des réponses et l'immédiateté d'une certitude, même si au final elle s'avère fausse. Vous êtes conseillère en communication et en art et vous avez affaire à des gens de différentes cultures et de nationalités et chaque culture a sa façon. Alors ça aussi, d'abord c'est un atout que vous avez, pouvoir communiquer avec toutes les cultures. J'aimerais parler un petit peu du défi, c'est-à-dire l'idée c'est de créer un pont d'entente et de confiance avec votre interlocuteur. Comment vous faites justement pour communiquer avec un artiste européen, un artiste égyptien ou du Levant ou autre? Je pense que comprendre le contexte, d'où vient la personne, comprendre sa culture, comprendre son éducation, comprendre aussi son environnement, c'est très très important. Je pense que personnellement, avant chaque réunion, je fais quand même des recherches sur la personne pour pouvoir savoir à peu près où elle se situe et m'adapter à elle, employer des mots que la personne comprend, parler dans la langue qu'elle préfère aussi. Donc il y a tout un aspect de recherche qui est invisible en fait dans notre métier. Et ensuite, il s'agit d'un échange, c'est un peu un ping-pong ou un paddle ou un tennis comme vous voulez. Et je pense qu'il y a aussi une énorme part de curiosité, de toujours, même si on n'est pas forcément d'accord avec la personne ou avec sa manière de voir les choses, toujours garder cette curiosité, cette ouverture pour se dire, en fait, moi aussi j'apprends beaucoup de vous et de votre cheminement, de votre démarche, et je pense que c'est un échange enrichissant aussi au final. En étant conseillère d'art, est-ce que ça vous arrive d'être contrariée et d'accepter cela, ou est-ce que vous vous imposez d'une manière éloquente? Je pense qu'on peut être contrarié, bien sûr, il suffit de se lever du pied gauche le matin et d'être pas forcément de très bonne humeur. Mais je pense que tout ce qui nous arrive, c'est écrit quelque part et ça nous apprend des choses. Donc même si je suis contrariée ou frustrée, au bout d'un moment je me dis que de toute façon, un jour je comprendrai pourquoi et que je vais apprendre quelque chose de cette frustration ou de cette mésentente ou ce conflit ou quoi que ce soit. La France a toujours été présente en Égypte, je parle au niveau de la culture, au niveau de l'art, vraiment c'est un pays qu'on connaît bien, enfin du moins pour les francophones, il a beaucoup de présence en Égypte. Et je pense que l'Égypte, de par du moins la civilisation ancienne qu'on enseigne dans les écoles, elle est aussi présente. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un pont d'entente particulier entre les deux pays, ou c'est juste, ça dépend, c'est individuel, ça dépend des personnes? Non, je pense que c'est un effort important au niveau des ministères de la culture des deux pays, au niveau de l'Institut français bien sûr, qui promeut la langue et à la fois la culture. Non, je pense que le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit d'années d'efforts et vraiment de passion aussi des personnes qui travaillent dans ces ministères-là. Et aussi, je pense, le fruit de relations humaines de quelqu'un qui s'est attaché à un certain domaine ou je ne trouve plus le mot. Discipline, voilà, à une certaine discipline et a voulu le développer de manière personnelle. Et ensuite, c'est vrai que dans le cadre d'un ministère, d'une organisation, d'une association, on arrive à avoir un impact d'autant plus important. L'art est un langage universel. Est-ce que c'est facile vraiment de comprendre l'art d'autrui, quelle que soit la région où on se trouve? La différence entre cette question et la précédente, c'était au niveau des personnes, comment communiquer avec les personnes. Mais vous, pour que vous puissiez jouer votre rôle de conseillère, vous devez comprendre cet art, déguster cet art. Est-ce que vous réussissez à le faire? J'ai eu en tête une phrase ce matin qui m'est revenue. Vous avez mentionné l'art et un langage universel. Oui, l'art est un langage universel qui se passe de mots. Et c'est ça que je trouve très beau, parce qu'un artiste, même s'il ne vient pas de ma culture, il ne parle pas ma langue, parlons d'une peinture,
dans cette peinture, il va pouvoir transmettre toutes les émotions qu'il ressent, et ça, ce sera un langage universel pour quelqu'un qui va le voir, peu importe l'environnement, peu importe les différences culturelles, sociologiques, etc. entre les personnes. Donc, je pense pas que ce soit difficile. Je pense qu'il faut bien sûr se renseigner sur les mouvements d'art, sur les influences, mais je pense que fondamentalement, ce sont des émotions et des sentiments humains qui sont universels. Au niveau de votre propre intégration ici en Égypte, vous parlez le dialecte du Levant. Vous avez vécu dans un des pays du Levant? Non. D'accord. Où est-ce que vous avez appris leur accent? J'ai pris des cours en ligne pendant de nombreuses années. Et ensuite j'ai pu voyager en Jordanie par exemple pour améliorer le niveau. Mais c'est vrai que c'est principalement avec des cours en ligne, et j'ai eu vraiment des profs que je remercie aujourd'hui qui m'ont ouvert les yeux sur tous les aspects culturels artistiques de par la langue. Comment? Avant chaque session, pour le cours de dialecte par exemple, ma prof me demandait qu'est-ce que tu as envie qu'on étudie. Alors moi je lui disais j'ai vu sur Instagram cet artiste que j'aime beaucoup, est-ce qu'on pourrait lire sa biographie ou lire les articles auxquels elle a participé pour que je puisse comprendre un peu la démarche, et on le faisait en arabe. Donc c'est vrai que j'utilisais aussi les cours d'arabe pour m'informer sur les différents artistes. Deux en un, bravo. Exactement. Et au niveau de votre intégration en Égypte, comment ça s'est passé? Je suis contente de ne pas avoir eu la barrière de la langue en fait en arrivant, ce qui pour beaucoup de personnes est compliqué. Mais j'ai eu bien sûr la barrière culturelle, tous les non-dits, toutes les habitudes auxquelles j'étais pas habituée et auxquelles je ne m'attendais pas. Je peux mentionner par exemple ce qui est drôle, les horaires. En Égypte, en venant de Suisse, pour moi, mon agenda était rempli 2 mois à l'avance. Je sais que le samedi à 10h j'ai ça, le samedi à 14h je vais voir tel et tel et tel. Et donc en arrivant en Égypte, j'ai procédé de la même manière. Jusqu'à ce que je me rende compte que non, il y a beaucoup plus de flexibilité dans les interactions sociales. C'est éloquent, c'est vraiment poli. Je vous ai compris. Hein. Et que c'est pas possible de se dire samedi à 11h je vais voir tel ami, ensuite à 15h je vais voir tel ami. Non, ça demande une flexibilité dans la tête de se dire si le plan A ne fonctionne pas, j'ai un plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, j'ai un plan C. Oh là là, c'est compliqué. Non, non, mais j'ai beaucoup aimé le terme, vraiment la communication, bravo, flexibilité pour ne pas dire vraiment que... C'est une façon de gérer son temps, en fait. C'est une façon de gérer son temps, ce qui peut être parfois frustrant, je l'ai vécu, mais ce qui peut parfois amener des belles surprises. Et ce que j'ai pas beaucoup pu expérimenter en Europe, vu que tout est si bien cadré. Et surtout en Suisse. Surtout en Suisse. Il y a aussi l'histoire... Il y a aussi l'histoire des horaires. Comprendre quand est-ce que je dois arriver à l'heure et quand est-ce que je ne dois pas arriver à l'heure. Donc je sais que par exemple chez le docteur, chez des administrations, il faut arriver à l'heure, même au restaurant. Mais j'ai compris que dans les interactions sociales, c'est encore une fois beaucoup plus flexible, et que dans les mariages, dans la fête de mariage, il ne faut pas arriver à l'heure, mais il faut arriver au moins 2 heures en retard. C'est fait exprès. On donne, on dit aux gens, par exemple, de venir à 7h parce qu'on sait qu'on va commencer à 9h. Et moi, je ne savais pas. Et je suis arrivée à 7h, toute seule. Mais déjà, vous avez une vie sociale, vous êtes invité, donc ça, c'est le côté positif. Et alors, autre chose, enfin, au niveau du tourisme, qu'est-ce que vous avez visité en Égypte? Oh, j'ai eu vraiment l'occasion d'aller jusqu'à Abou Simbel, Luxor, Assouan, et ensuite j'aime beaucoup le désert, donc Fayoum, Siwa, et au bord de la mer, Alexandrie, Port Saïd. C'est fantastique, la diversité qu'on trouve en Égypte, la diversité aussi de culture au sein d'un même pays, c'est impressionnant. J'ai beaucoup aimé le village nubien aussi vers Assouan. C'est incroyable de voir que tout est différent, l'art est différent, la nourriture est différente, le dialecte est différent. C'est magnifique. Vous comptez rester combien de temps ici?
aussi longtemps que je pourrai. Vous êtes la bienvenue. Merci évidemment. beaucoup. Alors vraiment, malheureusement, Amy Plachy, c'était vraiment un plaisir. Malheureusement qu'on est parvenu au terme de l'émission. Et j'avais encore beaucoup de choses à vous demander, beaucoup de questions à poser. C'est très intéressant, mais malheureusement, on doit conclure notre émission. Donc encore une fois, Amy Plachy, conseillère en communication et en stratégie de l'art. Est-ce que je dis les choses correctes? C'est très bien. Alors, comme vous l'avez vu, une femme tellement enthousiaste, ouverte d'esprit, ouverte à l'autre, qui veut vraiment absorber ce que la vie, l'abondance de la vie, de la connaissance, qui déguste l'art et qui est ouverte à toutes les langues, qu'elles soient européennes ou lointaines, disons-le. Et donc on lui souhaite beaucoup de chance et un excellent séjour en Égypte. Pour dire aussi que les métiers qui ne sont pas les métiers traditionnels ou conventionnels, tout le monde ne doit pas forcément être médecin ou ingénieur, mais il y a des métiers qui s'avèrent très importants à nos jours. Donc reste à vous remercier pour votre attention. Encore une fois, merci. Merci à vous. Plachy. Et très bonne journée à tous. Au revoir et à la prochaine.